Le débat africain, Alain Foucault. Sadio Mané, Mohamed Salah, Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang, Cédric Bakambu, Idrissa Gueye, Riyad Mahrez, des noms connus de tous les passionnés du ballon rond de la planète. Et ce n'est pas tout, puisque l'ombre de certains plante encore sur les championnats internationaux. Samuel Eto'o, Didier Drogba et autres Roger Mila, Abedi Pelé. Depuis plusieurs décennies, les footballeurs africains brillent et occupent une place importante dans tous les championnats européens. Ils sont dans tous les grands clubs et ont une valeur marchande de plus en plus importante. 80 millions d'euros de transfert de Nicolas Pepe pour rejoindre les Gunners d'Arsenal. Mais dans le même temps, comment expliquer qu'aucune formation nationale africaine n'ait pu franchir les quarts de finale de la Coupe du Monde? Qu'est-ce qui explique que l'Afrique soit dans ce domaine-là aussi, comme dans les mines, un simple fournisseur de matières premières dont seuls les autres encore du Nord profitent vraiment? Avec un tel potentiel humain, qu'est-ce qui empêche que le continent puisse un jour remporter le prestigieux trophée? Pourquoi les championnats locaux sont-ils de si piètre qualité et ne drainent pas les foules dans une sphère où le football est pourtant roi? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré au bilan et à l'avenir du football africain. Avec plusieurs invités dans ce studio 51 de RFI à Issy-les-Moulineaux, des responsables de la CAF et des fédérations africaines. D'abord, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, Congo-RDC bien sûr. Constant Omari est également premier vice-président de la CAF, la Confédération africaine de football. Bonjour Constant Omari. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci d'avoir effectué le voyage pour être ici dans ce studio. Second invité de ce studio, Tarek Najeb, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football. Bonjour Monsieur Tarek Najeb. Bonjour Alain. Et merci aussi d'avoir effectué le voyage puisque vous êtes arrivé hier soir. Je vous en prie. Notre troisième invité est M. Philippe Doucet, parisien, journaliste sportif de renom, connaisseur du football africain que l'on retrouve toutes les semaines sur les antennes de Canal+. Bonjour Philippe Doucet. Bonjour Monsieur Alain. Le monsieur, j'aime bien. Et puis, on ne devait pas avoir dans ce studio J. Rémy. On ne devait pas avoir dans ce studio J. Rémy Ngono, mais au dernier moment, on se dit pourquoi pas. J. Rémy Ngono, qui est très connu de nos auditeurs, puisqu'il est sur nos antennes régulièrement, journaliste sportif. Bonjour J. Rémy Ngono. Bonjour Alain, et comme bien évidemment, vous savez que le titulaire Bonjour, il peut être blessé, et puis le remplaçant vient faire le match. Le colonel-major Djibril Lahima, plus connu sous le pseudo de Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football, devait être également avec nous sur ce plateau. Mais il a dû repartir d'urgence hier à Niamey en raison de la situation dramatique que connaît l'armée du Niger en ce moment, avec les attaques des djihadistes sur certains camps militaires. Une pensée pour ces victimes. Alors Constant Omari, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous étiez encore ensemble hier en inspection à Yaoundé au Cameroun pour vous assurer que les travaux pour la CAN de l'année prochaine avançaient. Vous avez même modifié la date du tournoi que vous avez ramené à janvier prochain, je crois, janvier 2021. Est-ce que les choses avancent là-bas? Se tiendra-t-elle au Cameroun? Y aura-t-il cette fois-ci aussi un glissement de pays? Mettez un terme au suspense des Camerounais qui n'en peuvent plus. Ça se jouera ou pas au Cameroun, cette CAN? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation, permettre aux uns aux autres de comprendre un peu les réalités du football africain. Hier, nous avons tenu effectivement une grande réunion. Et à l'issue de cette réunion, le président de la CAF a fait une déclaration pour réaffirmer que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun. J'ai conduit la dernière mission d'inspection. Nous avions fait Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua. Déjà, il y a presque 10 mois, 11 mois, les travaux avaient fortement avancé. En ce qui concerne les infrastructures principales, notamment les stades. Les stades, pratiquement 99%, tout est prêt. 99%? 80%, les 19%. Oui. Je parle des infrastructures, les stades. Le stade, oui. Donc, maintenant, le problème qui restait sont des travaux liés aux accès vers le stade. Les routes. Les routes. Quand je vois Douala, on est en train d'élargir la route. Mais déjà, quand nous étions là, la pluviométrie ne permettait pas à ce que le chronogramme des travaux puisse être respecté scrupuleusement. Et du côté de Garoua, c'était la même situation, sauf qu'à Garoua, il y avait aussi le grand hôtel en construction, je crois, 4-5 minutes de l'aéroport qui devait être finalisé. À Yaoundé, le grand stade, c'était un problème aussi de voie d'accès qu'on était en train d'aménager. Et à Yaoundé, il y avait aussi le boulevard qui partait de l'aéroport, qui est en pleine construction, qui a beaucoup avancé. Et nous pensons qu'en termes de
d'avancement. Nous avons la certitude que les choses évoluent très bien. Bien Donc on sûr peut qu'il dire faut qu'il se n'y dire- aura plus de glissement de quoi que ce soit Non, ce non, coup-ci, à part la date qui a glissé Il en n'y a pas janvier. de plan B, c'est le Cameroun qui va organiser cette compétition. Certains, ce coup-ci. Parce qu'on a entendu dire, avant votre visite, qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en train de se préparer. Non, non, c'est très faux. D'ailleurs, on a fait un démenti. Le président de la CAF a apporté un démenti formel. La CAF n'a jamais pris contact avec n'importe un autre pays ou une autre fédération pour le 2021. Vraiment? On n'a jamais pris contact. Personne ne peut dire ici que la CAF l'a contacté pour un plan B 2021, jamais. Donc il n'y a pas de plan B. Y a Quel pas que de soit plan ce B. qui se passe, on jouera l'année prochaine. Je au vous dis Cameroun. que je vous confirme que c'est le Cameroun qui va organiser la compétition en 2021. Même avec le changement de date, puisque initialement c'était pour juin, là ça revient à janvier. Même le changement de date, ça ne pose aucun problème. Ils sont d'accord Ils là-dessus. sont tout à fait d'accord. Et vous aussi. Nous avons même le président signé l'accord. Il a déjà signé l'accord. président de la CAF. La CAF et le gouvernement camerounais ont signé l'accord et la fédération. Hier. Je voyais Philippe qui avait envie de réagir quand il a entendu ça. Vous êtes d'accord avec ça? D'abord, c'est une grande nouvelle. On attend depuis longtemps que cette CAN se déroule dans cet immense pays de football qu'est le Cameroun. C'est évidemment la certitude d'avoir une très très belle CAN. Je pense d'ailleurs plus belle qu'en Égypte ou autre, même sans, Est-ce qu'on remplira les stades dévaloriser du tout. Je pense que oui, beaucoup plus que dans d'autres pays, parce que le Camerounais est tellement amoureux de foot. Je suis persuadé qu'il n'y ait pas l'équipe nationale à Bafoussam ou Garoua, ça me semblerait logique. Ce sont des petits stades. Il est peu probable que le Cameroun joue là-bas, sauf vraiment s'ils sont deuxième ou troisième de leur groupe et qu'il faut se déplacer, mais ils iront. Mais c'est pas impossible. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Avec la nouvelle Formule A24, ça peut arriver. Mais globalement, c'est pas ce qui est prévu, bien évidemment. Mais malgré tout, je suis persuadé que dans des villes comme celle-là, je suis persuadé que les spectateurs sont tellement fondus de foot qu'ils vont y aller. Maintenant, j'écoute aussi Constant Omari d'une manière plus journalistique, en me disant, bon, je suis ravi que la CAF, tout d'un coup, soit certaine de la chose. Il me semblait qu'il y avait sûrement encore quelques étapes, peut-être d'ailleurs des réunions du comité exécutif pour l'affirmer définitivement. Et puis, il y a encore sans doute, j'imagine, des visites jusqu'au bout pour être sûr et certain que ce sera bien au Cameroun, quand même. Écoutez... Parce que là, vous parliez tout à l'heure des infrastructures, de la route, par exemple. Vous allez repartir. On a mis sur pied un comité bipartique, donc la CAF et le gouvernement camerounais, bien sûr, le comité d'organisation locale, qui va assurer le suivi, c'est-à-dire l'accompagnement, pour que les choses se passent. Alors, on a beaucoup parlé des hôtels, les structures d'accueil. Vous êtes penché dessus ou pas? Écoutez, lors de la visite, nous avons visité, quand j'ai conduit la délégation, nous avons visité tous les hôtels. Alors c'est suffisant. Ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, vous connaissez aussi l'entrepreneuriat des privés camerounais. Il y en a beaucoup, au-delà de ce qui était prévu dans le cahier des charges, il y en a beaucoup déjà qui construisent et qui prévoient même des appartements type des colocations là, pour permettre à ce que les gens qui viendront puissent avoir. À un moment, on a dit que le Maroc était là à attendre si le Cameroun n'organisait pas. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes dessus? Écoutez, non. Tarek? Alors déjà, je dois vous dire que pour nous, des événements internationaux, des événements majeurs comme ça dans un pays africain, c'est un facteur de promotion et de développement. Ça permet au pays de développer ses capacités, son expertise. Nous, on a effectivement un petit peu d'avance dans ce secteur. Justement, vous comptiez dessus en disant si ça venait chez nous, ce serait réglé en un temps de mouvement. Il y a les deux cas. On est là pour c'est arrivé précédemment, on est là pour récupérer des événements quand il y a des difficultés, mais on est là aussi pour favoriser que l'événement se passe. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce que ça vous arrange que la CAF dise bon, ce ne sera pas pour le Maroc? Encore une fois, si vous voulez faire le lien avec l'introduction que vous avez fait... On va revenir à ça. Non, parce que si vous faites le lien, c'est une bonne chose pour moi de décaler. J'ai entendu des polémiques tout à l'heure sur le changement de date. Oui, je pense que si vraiment il y a on a une meilleure CAN, on a la garantie d'avoir une meilleure CAN en janvier qu'en juillet, je pense que c'est tout à fait normal. Et ça vous arrange aussi. Je sais que le patron des polémistes écoute ça avec circonspection. J-point, en tant que Camerounais, tu devrais te réjouir quand même. Loin du chauvinisme outrancier ou du patriotisme béat qu'on voudrait nous injecter, je me dois d'abord d'être journaliste. Et en tant que journaliste, je regarde certaines choses avec beaucoup de recul. Parce que je me souviens que le 2 octobre 2018, le président de la CAF, c'est-à-dire que M. Ahmad, avec M. Constant Omari,
bien à sa droite, était parti rencontrer le président Biya. Et justement là, M. Ahmad Ahmad est venu cet appel au torse en nous disant que le Cameroun allait organiser la CAN. Entre-temps, le 10 août, donc avant Bien Ahmad, le 10 août 2017, M. Biya, président de la République, avait déclaré que la CAN 2019, c'est demain et le Cameroun sera prêt le jour 10. J'en prends engagement. Nous sommes en 2020. En 2020, M. Constant Omari, en off, me dit tout de suite, le Cameroun dans les stades est prêt à 95%. On lance le débat, il dit 99%, les stades. Du coup, quand nous allons avancer dans le débat, ce sera 100%. On ne va pas y passer l'émission. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Que non. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi? Parce que, première des choses, quand on me parle de la capacité des stades, je regarde d'abord le stade selon les autorités camerounaises, c'est-à-dire que le stade de Paul Biya... Ce n'était pas le sujet, on a les cours là, donc allons-y rapidement, on va aller sur le vrai sujet. Pour moi, lorsque vous regardez les infrastructures sportives, pour l'instant, ça patine, et quand on sait quand même que c'est depuis 2008 qu'on prépare cela, quand on regarde les infrastructures hospitalières, c'est-à-dire que par exemple, un joueur... les hôpitaux, même les hôpitaux par exemple. Lorsque vous regardez par exemple que le Cameroun actuellement est en train de traverser une crise parce qu'un avocat a eu un accident à Bafoussam, il fallait plutôt le transporter. Il a eu une fracture au niveau du bras à Bafoussam. Il a fallu le transporter à Yaoundé. Donc, le plateau médical du Cameroun, ce n'est qu'à Yaoundé ou Douala où on peut vous opérer. Deuxième des choses, quand on essaie de parler des accès, comment est-ce qu'on se déplace au Cameroun lorsqu'on sait que le Cameroun n'a ni autoroute, encore qu'aujourd'hui, l'accès même au stade est problématique. Bien, on va tourner la page puisqu'on alimentera les journaux dans les prochaines semaines avec ça. J'ai juste quelque chose à dire à mon frère. C'est la première fois d'ailleurs que je vous vois. Je vous suis souvent à la radio. C'est la première fois que je vous vois. C'est un choc. Hein. Non, ce n'est pas un choc. Moi, je pense qu'il faut mettre un terme à certains pessimismes. Il y a une Afrique qui avance, et quand vous l'analysez à partir de l'extérieur, peut-être vous ne vous rendez pas compte des réalités sur la situation des choses. Moi, je vous parle de réalité, ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce qu'une certaine presse, qu'elle soit d'une ligne éditoriale contre ou le pouvoir, peut raconter. Mais moi, je vous parle, je viens du Cameroun, je suis arrivé ce matin, je viens du Cameroun, j'ai conduit une délégation, j'ai fait Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua, j'ai vu les réalisations, et je peux vous dire que vous devez être fiers en tant que Camerounais d'avoir ce que moi j'ai vu comme infrastructure. Les pelouses que j'ai vues là, vous êtes parmi, au jour d'aujourd'hui, c'est des pelouses standards, même Coupe du Monde, que le Cameroun va fournir, que j'ai vu moi. Donc je pense que vous devez être plutôt fiers que d'être pessimiste. Alors parlons de notre sujet qui nous réunissait, puisqu'on a passé 10 minutes à parler de celui qui était hors du cadre. On devait parler de l'évolution du football africain. J'ai envie de poser la question de façon brutale, puisque c'est ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux lorsqu'on préparait cette émission. Les gens disent, on a des grands joueurs dans tous les grands clubs. Aujourd'hui, on aspire même à avoir le ballon d'or. Pourtant, on ne l'obtient toujours pas. Mais nos joueurs sont comptés parmi ceux-là. Qu'est-ce qui fait qu'avec ça, il n'y ait pas une seule formation africaine qui ait gagné une Coupe du Monde ou même franchi la demi-finale de la Coupe du Monde? Constant Omari. Je pense que quand il faut parler du développement du football en Afrique, c'est un tout. Il ne peut pas être distinct de l'évolution de l'économie du pays, de la société, de l'évolution culturelle, ainsi de suite, tout ça. Globalement, de l'évolution du développement d'un pays. Parce que du développement s'ensuit un certain mécanisme dans d'accompagnement, d'encadrement de la jeunesse, de mise à disposition des infrastructures, de disponibilisation en ce qui concerne, par exemple, le métier, le développement des métiers, tout ce qu'il y a comme législation pour pouvoir le permettre. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas honte de le reconnaître. Si les autres sont arrivés au niveau, parce que nous, l'Afrique, nous avons enregistré un retard civilisationnel par rapport à tous ces continents. C'est grave ce que vous dites, civilisationnel ou sur le football? Non, c'est très grave ce que vous venez de dire. Non, s'il vous plaît, je vais vous expliquer. Le paradigme de vision, le paradigme d'appréciation, de projection et d'étude d'une situation, il faut le reconnaître que nous sommes en arrière. Pourquoi? Quand les autorités européennes, ou parlons plus de l'Europe, parce que c'est là où, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est le top du football mondial aujourd'hui.
quand ils ont mis sur pied des mécanismes pour développer les différents secteurs de la vie nationale, sociale, sportive, ils avaient une vision. Ils savaient où ils allaient et ils avaient pris en compte le jeune, qu'il fallait lui donner toutes les dispositions, tout l'environnement pour qu'il puisse se promouvoir et développer ses aptitudes physiques et sportives, et même intellectuelles, ainsi de suite, tout ça là. C'est que nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. On ne peut pas parler aujourd'hui, le football c'est quoi? C'est une activité socio-culturelle. Ça fait partie de l'activité socio-culturelle d'un pays. Aujourd'hui, vous avez une économie en Europe. Vous avez une économie qui accompagne tout ce qu'il y a comme secteur et principalement ce que nous évoquons pour le moment, le sport. Il y a toute une économie qui accompagne cela. Mais en Afrique, on n'a pas encore cette économie. Qu'on ne se leurre pas. On ne peut pas aujourd'hui parler, quand vous prenez un club européen, je prends quelconque. Rapidement, parce qu'on doit vous répondre voilà. Ce que vous dites. Je prends Paris Saint-Germain grave. aujourd'hui. Quand je vois le budget de Paris Saint-Germain par rapport au budget d'un club africain, c'est le jour et la nuit. Quand je vois le mécanisme... Est-ce que c'est à cela qu'on dit qu'on est en retard? Est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'il n'y a pas eu une volonté politique à un moment donné de structurer cela? Là, j'ai envie de m'adresser à Tarek, qui vous regarde également avec curiosité. Oui, vous avez parlé de beaucoup de points. Vous avez déjà évoqué, pourquoi on n'est pas en demi-finale en Coupe du Monde, ce genre d'objectifs, c'est des objectifs un petit peu... On est quand même dans le domaine du football. Et la chose la plus rationalisable, c'est la progression, la stabilité, la progression des résultats. Là, il se trouve que l'Europe avance très vite. Vraiment très vite. Vous voyez, les dernières Coupes du Monde, c'est les Européens qui sont toujours au bout. Et nous, il est temps pour nous en Afrique d'avancer. Nous avons les constats. C'est-à-dire que nous avons un pays... en Afrique, nous avons un réservoir de talents qui est reconnu. Nous avons une population jeune, c'est 500 millions de jeunes, c'est la moitié de la population qui est jeune, des talents, et c'est vraiment un vecteur de développement et avec une dimension sociale qu'il faut creuser. Et là, nous avons, nous déjà, au niveau de la Fédération royale marocaine, on a cette vision qu'on essaie de partager au niveau de la CAF, c'est qu'il faut d'abord les infrastructures. On a un gros déficit d'infrastructures parce que ça c'est le fondement. Mais là, il mettait le doigt sur quelque chose en disant c'est civilisationnel. Vous partagez ce point de vue-là? Non. Là, je dis que nous avons les moyens Il faut déjà faire le diagnostic, se rendre compte de ce qu'il faut faire pour rattraper un petit peu l'avance européenne, entre guillemets. Il y a une vraie avance, ça c'est clair. Oui, il y a une vraie avance. Alors si on s'occupe d'abord déjà de développer les infrastructures, et ça, Infantino récemment a parlé de ce secteur-là comme un pilier qu'il allait fournir une aide en Afrique. On va en parler dans la seconde partie, mais j'ai envie qu'on fasse un constat. Il y a aussi un état des lieux. L'état des lieux. Et donc, je disais infrastructure et encadrement aussi. Parce qu'il y a l'infrastructure d'abord et l'encadrement aussi. Et ensuite, il y a tous les systèmes de gouvernance qu'il faut améliorer, etc., pour justement être à niveau de garantir, par exemple, sur les 5 Africains qui partent, il y en a 2 qui arrivent en quart. On parle de résultats une fois qu'on a les bases d'une structure cohérente. Philippe Doucet? Oui, ce que j'entends a évidemment du sens. Il y a évidemment un rapport avec le développement global des pays. On le voit bien d'ailleurs en Afrique, il y a une énorme différence entre ce que fait le Maroc, par exemple. J'ai visité leur centre national, qui est, à mon avis, mieux que Clairefontaine. C'est l'un des plus beaux au monde, en tout cas. Il est, à mon avis, supérieur à ce qu'il y a à Clairefontaine, donc, qui est le centre peut-être un des plus connus au monde, parce que la France est un pays très formateur, qu'elle a été championne du monde, etc. Donc c'est un peu un symbole. Aujourd'hui, le centre national, je ne sais plus son nom, à Rabat, voilà, complexe Mohamed VI, est à mon avis supérieur. Si vous allez au FUS Rabat, ça travaille remarquablement en termes de formation, etc. Donc on est évidemment capable sur le territoire international africain de faire du travail de très bonne qualité. Il y a des très bons centres de formation au Sénégal, comme Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur ou Diambar, etc. Il y en a éparpillés un peu dans certains pays. Donc il y a cette capacité de... Après, effectivement, le développement économique fait que c'est pas partout, que ça dépend de la qualité humaine. Il y a des moyens financiers, mais il y a aussi la qualité humaine qui rentre énormément en ligne de compte. Et il y a ça d'un côté. Et puis, il y a le constat qu'on peut faire sur les résultats purs des équipes nationales. Si on est sur une base de joueurs qui sont formés, si on se base uniquement sur ce qui est formé en Afrique, Mané, Salah, à l'heure actuelle, ce sont 2 joueurs formés en Afrique qui performent. Mais on va avoir dans beaucoup de pays, quand même, beaucoup qui sont formés en Europe et autres. Et
pas assez qui sont formés en Afrique et il faudra gagner sur ce terrain-là pour aller plus loin. Parce que si on regarde sur les dernières éditions de la Coupe du Monde, je finis juste sur ce constat-là, les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde sont sans doute parmi les plus grosses déceptions que j'ai eues sur le foot africain. Absolument. Même 2014, où on avait quand même deux pays en 8e de finale, malgré tout, si vous regardez... C'était moyen. Ah oui, c'est 15 points. C'est 15 points sur 17 matchs. La dernière Coupe du Monde, c'est 15 points sur 15 matchs. C'est-à-dire qu'on est à 1 point par match pour les équipes africaines. Donc on peut se qualifier petitement, mais on n'est pas sur une lancée comme on était dans les années 90, où on se disait, par exemple, le Nigeria, le Cameroun, vous avez raison, le Nigeria, puis le Sénégal, on avait l'impression que demain, ça y est, on allait aller en demi-finale au moins, quoi. Alors, on a perdu beaucoup de temps dans la première partie en parlant d'autre chose. Donc, je reposerai la question dans la seconde partie, puisqu'on arrive au terme de la première partie du débat africain. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Pour la suite, on parlera d'avenir du football africain. Restez à l'écoute.